Alors, nous avons sorti le répertoire des outils planétaires tantôt, juste parce qu'on a parlé comme ça, mais je ne l'ai pas présenté. Alors, voici le répertoire des outils planétaires. Et nous continuons notre vie. Québécois. Oui, le répertoire québécois des outils planétaires, ça va très bien dans la logique. Le Québec comme premier village, Voilà. et ça allait se répandre en Amérique Exactement. du Nord, et donc il y a une continuité. Et oui, comme je disais, la dernière partie de ma démarche, c'est d'observer la création d'une sociabilité à l'interne. Donc j'analyse des romans, des fois les réseaux de préfaces, parce que il y en a qui ont pratiquement abusé des citations et autres matériels. Patrick Straram a déjà eu une préface qui était plus longue que le recueil qui l'accompagnait. Il y a un de ces recueils 4x4 sur 4x4, où une page sur deux, c'est des citations. Donc, tu as plus de pages de citations totales que de pages de poèmes si on compte les photos. Donc, une espèce de foisonnement ou multiplicité, mais qui permet à tous d'être intégrés parce que beaucoup de citations incluent d'autres écrivains québécois. Donc, il y avait dans, je crois que c'est Mini-Brix réacté de Lucien Francoeur, où il fait, c'est 2 gros X, mais c'est des noms qui sont écrits et disposés sur la page. Et dans un cas, c'est presque seulement des écrivains ou des musiciens américains ou britanniques. Et c'est l'autre page plus loin, c'est à peu près la même disposition, mais avec des écrivains québécois. Donc ça permet de faire le rapport entre contre-culture anglophone et francophone. Donc la création de réseaux de noms et d'appartenance qui fait partie du mythe contre-culturel. Et c'est ce que j'essaie de mettre en lumière, parce que c'est tellement plus compliqué que ce qu'on lit et que ce qu'on peut essayer d'apprécier. J'ai des milliers de pages de notes au total, et c'est encore là, j'ai l'impression que j'ai juste... c'est la pointe de l'iceberg. Ah bon? Mais la contre-culture n'est pas juste liée à l'édition. Non. Ça va dans toutes les sphères des À un activités moment donné, humaines. tu vas trouver dans des rhizomes. Ouais, Et même dans du mycélium. ouais, Je dirais même. Tu risques d'être dans du mycélium. Là, il n'y a plus rien qui est distinguable. non. C'est pour ça qu'on a écrit à un moment donné, on a fait un front page à Mainmise. Un front page, qu'est-ce que je dis là? Page. Une première page, un premier couvert. Mainmise ne se fume plus, il se drape. C'est pour ça que je laisse certains domaines comme la musique à des gens plus compétents que moi. Donc, même en littérature, je travaille surtout roman, parce qu'il n'y en a pas eu tant au niveau de la contre-culture. C'est surtout concentré au niveau poésie. Et je m'intéresse davantage à cette frange éditoriale et littéraire, entre autres par passion. Et je laisse certains pans, entre autres, il y en a qui ont écrit sur le rapport de la contre-culture et de l'écologie, où il y en a qui s'intéressent, comme Éric Filion, qui a travaillé sur la musique de l'époque, entre autres le jazz libre du Québec. Il y en a qui s'intéressent plus précisément au cinéma, voire au théâtre, à la performance. Donc il y en a plusieurs qui ont leur... La grande fanfare. Ouais, l'enfant fort, Soleil. grande fanfare foquée, le grand cirque ordinaire. Donc c'est des comportements qui ont été soulevés par Warren et Fortin dans leur ouvrage, et que plusieurs autres ont aussi analysé à leur façon. Il y a en ce moment une multiplication assez rapide du nombre de mémoires et de thèses qui portent sur la contre-culture, qui sont de plus en plus précis. Et avec raison. Il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à défricher, dont Jules Duchâtel ou Gaétan Rochon dans les années 70. Et on peut maintenant aller plus loin. Et, des travaux qui ont utiles qui ont été faits. oui, exact, et qui ont parfois leurs imperfections, mais comme toute première synthèse de quelque chose, il y a des imperfections, il y a des données qui n'étaient pas accessibles tout simplement. Les archives n'étaient pas aussi garnies que ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup d'écrivains qui ont mis leur fonds d'archives à Bibliothèque et Archives nationales, ce qui autorise un nouveau regard.
il y a des jeunes, dont Ralph Elawani, qui s'est beaucoup intéressé à Emmanuel Koch, qui avait pratiquement disparu dans les limbes, et lui est tombé sur lui, à mon souvenir, par le cinéma. Il a écrit sa biographie, il a fait ressortir les œuvres d'Emmanuel Koch, des textes inédits, donc a fait beaucoup à ce sujet. Donc, même... Je l'ai rencontré, je pense, Emmanuel Koch, je pense. C'était un grand gars. Ouais, cheveux frisés, à mon souvenir. Ouais. En tout cas, je voulais te dire, à part ça, que tu parlais de l'écologie tout à l'heure. Quand j'ai quitté ma mise au 3e numéro, c'est pour rentrer à Radio-Canada la première émission de Radio-Canada sur l'écologie. Quand j'étais le recherchiste et le sculpteur. Donc, un peu tous les enjeux en écologie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Radio-Canada, ils se sont rendus compte. Tu sais, il y a eu en 69 une grande conférence internationale à Stockholm sur la surpopulation. Et on n'en parle plus aujourd'hui. Sauf que tout ce qui est sorti de ça a créé un mouvement un peu partout dans le monde, de recherche, etc. Et de journalisme, évidemment. Maintenant, on cache un peu ça avec l'idée de densification urbaine, Voilà. qui est un bel euphémisme pour dire qu'il y a trop de gens. Je me rappelle que dans la première année, on a fait une émission spéciale sur la Hollande, où la densité urbaine est la plus haute au monde. À l'époque. Ça n'a pas dû baisser. Parce qu'avec les milliers, les centaines de milliers de musulmans qui sont là en plus, ça doit être... Mais un des gros problèmes, c'est aussi que l'urbanisme a été mal réfléchi dans beaucoup de cas, en ce sens où, surtout à Montréal, il y a une multitude de bâtiments très peu hauts qui sont pas aisément malliables. Il y a des villes qui ont fait, disons, un meilleur travail à ce niveau. Mais ça a été l'avantage de revues comme Mamie's et Logos qui ont été les premières à s'intéresser à ce genre d'enjeu, en dehors d'un contexte académique. On s'entend, il y avait déjà des recherches entreprises dans les années 20 et avant sur l'idée d'urbanisme, densification urbaine et tout, mais ça a été dans la contre-culture en raison notamment de l'écologie, mais aussi du vivre ensemble ou de l'édification des communautés. S'est intéressé à cartographier, à réfléchir l'espace en soi. Ça justifie une partie du retour à la Terre, parce qu'on s'entend, l'idée du retour à la Terre au Québec, c'est pas le manifeste Destiny aux États-Unis où il faut aller peupler au nom de Dieu vers l'ouest. C'est quelque chose de complètement différent où on se dit qu'on a un grand territoire et autant s'en approprier et l'utiliser. C'était un de mes thèmes à l'émission Qui vive, elle s'appelait cette émission. Un de mes thèmes, ce retour à la Terre. Est-ce possible? Est-ce faisable? Est-ce qu'il y en a qui s'y intéressent? Comment on ferait? Et je me rappelle que j'avais fait une entrevue avec un chercheur du MIT qui est immigré en Californie, dont je cherche le nom mais je ne le trouve pas, qui essayait de créer une espèce de ferme moderne. Le nom ne me revient pas, mais on cherchait un peu. Et avec le retour à la Terre, il y a eu aussi un intérêt notamment pour les Premières Nations. Hier, en faisant le répertoire de Mamie, je suis tombé, c'était dans un article de Mother Earth News, numéro 65, que tu avais retravaillé comment faire son propre tipi. Tout à fait. Et il y a Jonathan Lamy qui a réfléchi notamment à la représentation des Autochtones dans Mamie's, mais c'était, de mon point de vue, surtout au niveau réflexion sur l'américanité et autres, c'était devenu en partie un symbole de résistance d'une part, de résilience et un peu l'équivalent aux États-Unis, le terme de nigger revenait assez fréquemment, alors que Paul Chamberlain l'a déjà fait dans l'afficheur Hurle. Il assimilait le nègre américain à l'autochtone dans le contexte québécois. Et le retour à la Terre a en partie joué là-dessus, à mon avis, peut-être de façon subtile, mais il y a un lien entre l'occupation du territoire et qui occupait le territoire de façon précédente. Là, et des fois, ça allait dans des visées encore plus caricaturales avec Patrick Straham et l'idée d'émérindianisation de soi et autres. Mais c'était dans les enjeux
qui sont toujours d'actualité avec les commissions d'enquête et tout, mais qui ont grandi dans les grandes réflexions sociétaires des années 70. C'est ce qui rend le sujet... plus je creuse, plus je trouve que c'est pertinent. Pertinent et fascinant. Le retour à la terre, le retour à la tribu. Oui, forcément, c'est La ça. tribu. C'était des questions que je posais. La tribu est-elle possible? Aujourd'hui, comme autrefois, à quelles conditions, comment on ferait? Alors des gens essayaient et des gens réfléchissaient. Et Bergevin a donné une très belle entrevue, à un moment donné, à Radio-Canada, comme quoi qui dit la tribu, c'est un mal nécessaire, mais qui va devenir indispensable bientôt. Là, tu sais. Ah ouais? Il me parlait de... Je l'ai conservé, cette entrevue. Je te fais écouter ça. Mais et encore là, toutes les histoires, beaucoup d'espace a été donné à la commune Cadet-Roussel dans oui. Mémise. Ouais. Sinon, il y a d'autres entrevues qui sont des expériences de communes aux États-Unis ou ailleurs. C'est l'idée d'informer, de voir où est-ce qu'il y a eu des manques, où est-ce qu'il faut travailler davantage, comment est-ce que ça fonctionne, pour permettre aux gens de reproduire tout eux-mêmes. Et c'est ce qui est fascinant, notamment avec le répertoire québécois des outils planétaires, avec Mémise, avec plein d'autres revues de l'époque, c'est que c'est justement des outils, surtout dans les 5 premières années de Mémise, où il y a un énorme rattrapage, c'est un beau fourre-tout. Parce que tout le monde a des intérêts particuliers là-dedans. Donc il y en a qui se consacrent au théâtre, il y en a qui se consacrent à d'autres types de rubriques, mais on retrouve absolument de tout. Un kaléidoscope. Oui, c'est que si tu ne le retrouves pas dans un numéro, des fois tu as une excuse, le numéro d'après, ah, désolé, on n'a pas vraiment parlé de disque au numéro précédent, fait qu'on va se rattraper. Et ça... Exactement. C'est ça comment. Mais moi, c'est ce qui me fait rire. Alors, tu la redémarres ou... Ça part bien vite. Ben, Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 heure qu'on est là. Plusieurs réunions, oui, c'est ça. Toi, as-tu rendez-vous sur ton médecin ce soir? Non, je n'ai pas rendez-vous finalement, ça y va, mais je ne veux pas rentrer trop tard. OK. Encore une demi-heure environ. Et OK. puis, oui, c'est fascinant, je suis bien d'accord avec toi.